Merci beaucoup, Madame Derwish. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. En partenariat avec Beit el-Hekma, votre laboratoire, Madame, le laboratoire de psychologie clinique, intersubjectivité et culture, organise cette rencontre autour de humour, contexte. Je voudrais saluer votre initiative, une initiative que je considère comme une initiative de bon augure. Elle apporte de la fraîcheur et de l'enjouement après un long temps de grisaille dans notre pays et dans l'ensemble du monde. Elle retisse des liens distendus depuis 2 ans et même davantage entre les 2 rives de la Méditerranée. Vos participants à ce colloque nous viennent de France, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Maghreb, qui est resté longtemps sans se rencontrer, mais c'est là une excellente occasion que je salue, le Burkina Faso, le Cameroun et même les Émirats arabes unis. Nous nous réjouissons de cette diversité, de ces liens désormais retissés aujourd'hui à l'occasion de votre colloque. Vous le dites dans votre argumentaire, ici, l'humour est un phénomène inhérent à l'espèce humaine. C'est un phénomène universel et il se retrouve dans toutes les situations les plus ordinaires et même les plus tragiques. Je crois, pour ma part, et je l'espère du moins, que votre colloque international annonce le véritable début de la sortie de cette pandémie qui a placé l'humanité dans un état dépressif de grisaille et d'enfermement, en tout cas d'atomisation et de séparation. Il annonce, votre colloque, la rencontre, le partage et, à travers son propos, l'humour, l'enjouement. Vous le rappelez dans votre argumentaire, je le redis, l'humour est universel, mais il se décline aussi régionalement, nationalement, localement. Il était pertinent que votre rencontre réunisse des participants du Nord et du Sud, de la Méditerranée, de l'Afrique subsaharienne, notamment du Cameroun, du Burkina Faso et bien d'autres pays. J'espère que ces conférenciers trouveront de la place pour restituer quelques aspects saillants de leur humour national ou local. Par l'humour, les hommes se jouent des hommes, en particulier de leurs despotes et de leurs dictateurs. Je crois que l'humour de Charlie Chaplin a fait autant de dégâts sur le pouvoir du nazisme et de Hitler que des centaines de tanks. Je crois également que l'humour du peuple chilien a résisté à Pinochet bien plus que des milliers d'armes. Ici, en Tunisie, au lendemain des premières élections démocratiques, le dirigeant annoncé affichait son utopie longtemps gardée secrète, le 6e califat, mes frères et mes sœurs. Une guerre civile s'annonçait sur le projet de société. C'est par l'humour, une simple caricature portrayant le chef de gouvernement annoncé sous les traits grossiers d'un calife enturbané que la baudruche s'est dégonflée.
par l'humour. Les hommes se jouent des hommes. Il leur arrive aussi, certains s'en font une spécialité, de se jouer de Dieu, du Dieu qu'ils vénèrent. Le jrid tunisien en foisonne. Et il arrive que dans quelques régions, c'est autour d'un personnage vivant, commun parmi les communs, que toute une communauté communie par l'humour. Gafsa. Subversion, transgression, dérision, l'humour ne serait-il pas une guerre éternelle par le rire contre tous les pouvoirs établis? En tout cas, Madame, nous attendons les conclusions de votre colloque et vous souhaitons de très riches échanges. À nos invités qui viennent de l'étranger, je souhaite un très agréable séjour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tous ces mots qui introduisent justement notre colloque et qui, de toute façon, annoncent un peu ce qui va se dérouler pendant ces 2 jours. J'espère qu'il y aura un échange constructif et je passe tout de suite la parole au professeur Riyad Berjab, qui est directeur du laboratoire de psychologie clinique, intersubjectivité et culture. À vous la parole. Merci, Madame Salma Derwish. Professeur Mahmoud Ben Ramdan vient de nous plonger d'emblée dans le vif du sujet, de façon claire, nette et brillante. Je tiens à remercier Salma Derwish d'avoir pensé à organiser cette manifestation ici, à Beit el-Hikma. Et je tiens à signaler que nos rencontres avec Beit el-Hikma s'inscrivent dans une longue tradition. C'est depuis 2001 que nous organisions des colloques à titre annuel. Cette expérience, longue expérience, nous a permis de travailler de façon directe avec les professeurs Bouhdiba pendant de longues années, ensuite avec le professeur Hicham Jaïd, ensuite avec le professeur Abdelmajid Sharfi, Outawa, ma l'Oustaz Mahmoud Ben Ramdan. Je trouve que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir s'inscrire dans la durée. C'est une chance que l'Académie Beit el-Hikma nous ouvre ses portes, nous accueille de façon systématique, que Beit el-Hikma croit en ce que nous faisons depuis le début. Et je tiens à remercier vraiment tous les responsables de Beit el-Hikma, l'actuel président de Beit el-Hikma, professeur Mahmoud Ben Ramdan, mais aussi Madame Fqih Lasram, qui a été toujours présente et qui soutenait systématiquement toutes nos activités. Pourquoi ce sujet? Pourquoi l'humour? C'est vrai que, d'ailleurs, un clin d'œil à Madame Mrabat, qui va présenter tout à l'heure, Jihan Mrabat, qui va nous communiquer à partir de Dubaï. Le point de départ, c'était, en ce qui me concerne, c'était la lecture d'un texte de Freud, une lecture groupale, un groupe de lecture, autour d'un livre précis de Freud, Le mot d'esprit. Et cette lecture de ce livre, intitulé Le mot d'esprit, s'est faite à partir des années 12-2013, donc juste après la Révolution. Et on avait remarqué, Jihan Mrabat avait remarqué, qui faisait partie de ce groupe de lecture, qu'il y avait beaucoup d'humour à ce moment-là, à la radio notamment, mais aussi à la télé. Il y avait aussi, surtout, l'émission Seis Khouk.
à la radio, sur Mosaïque, de façon quotidienne. Et il y avait un humour sarcastique, un humour noir. Ce n'est plus le cas de nos jours maintenant, avec cette même émission, comme si son rôle n'est plus là, plus besoin de fonctionner. Et tout de suite, Jihan Mrabat avait sauté sur l'occasion pour dire il y a beaucoup de messages sur Facebook entre adolescents, beaucoup de critiques, beaucoup d'humour, beaucoup de fadlka. C'est incroyable ce Tunisien, comment il réagit dans des moments de crise. Et elle a choisi de faire un travail de thèse sur cette question. Elle a réalisé sa thèse sous ma direction, soutenue brillamment en France. Culture et humour. Est-ce que l'humour a été toujours une question humaine? C'est intéressant à voir. Est-ce que l'humain a toujours eu des rapports avec l'humour? Est-ce que l'humain a toujours voulu plaisanter? Mais jusqu'à quelle limite? On connaît tous l'humour du regretté Béji Qaït Sebsi. Il lançait des fois des vannes comme ça et il provoquait aussi, il critiquait des choses de façon très implicite, très intelligente. Mais on connaît aussi l'humour dans la tradition populaire et tradition littéraire de Chha, personnage de Chha. Quel message transmettait ce personnage? Et l'humour était jusqu'à un certain moment toléré dans des moments historiquement difficiles. Je me rappelle avoir lu quelque chose qui m'avait étonné à l'époque. Un humour en utilisant des versets coraniques. Un épicier qui reçoit une dame qui n'était pas belle, qui lui disait وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et la dame qui lui répond وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. C'est quelque chose de pouvoir oser utiliser ce texte sacré dans un échange de ce genre. C'est pour vous dire que ce sujet est courageux. Salma Drouish est courageuse. C'est son deuxième colloque. Je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite parce que d'autres colloques vont suivre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vais dire deux mots. Tout d'abord, je suis enchantée d'être aujourd'hui dans ces lieux. C'est devenu comme une deuxième maison, il faut dire. Je passe beaucoup de temps à faire des visites par-ci et par-là, donc dans les environs, mais aussi à Beit el-Hekma. Donc c'est un lieu magique qui a une grande histoire. Je remercie Beit el-Hekma, donc à sa tête le président, professeur donc Mahmoud Ben Ramdan. Je remercie la directrice, Madame Lasrem, qui ont toujours adhéré au sujet que je proposais. En tout cas, c'est ma deuxième expérience avec Beit el-Hekma dans l'organisation d'un colloque. Et ils ont toujours appuyé les idées que je propose et ils étaient partenaires les deux fois. J'aimerais dire un mot sur la préparation du colloque. On a commencé la préparation du colloque dans un temps très incertain. Donc, on a continué avec beaucoup de volonté dans l'incertitude la plus totale. Donc, on a eu une troisième vague entre-temps, une quatrième mortifère. Et on a tenu bon à ce que ce colloque se passe en présentiel à minima. Donc, on n'a pas eu l'occasion d'accueillir tous nos invités ici présents avec nous à distance. Heureusement qu'il y a la technologie qui nous permet ça. Donc, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. Nous y avons cru et nous y voilà aujourd'hui. Nous allons parler d'humour. Et là, il y a une chanson qui me revient, la chanson de Jacques Brel, quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage. Là, quand on n'a que l'humour à s'offrir en partage.
Donc, je vous souhaite un bon colloque. Je remercie toute l'organisation, mais je vais remercier l'organisation aussi, les membres de l'organisation, mais tout à l'heure, et sans plus tarder, parce que on a 10 minutes de retard, donc je m'excuse auprès de professeur Marie Hanot, qui est professeur des universités. Je lui souhaite la bienvenue. Professeure des universités en psychologie clinique et sciences de l'éducation. Elle enseigne à l'université Lumière Lyon 2. Elle a un livre paru en 2014 intitulé « L'humour entre le rire et les larmes, traumatisme et résilience », un livre préfacé par Boris Cyrulnik, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous pour ce colloque. Donc je cède donc la parole à Madame Marie Hanot, qui est avec nous. Voilà. Bien, je vous remercie. Je vous remercie d'ailleurs de cette invitation à participer à ce colloque. Et je suis ravie d'être avec vous, même si c'est à distance. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de faire des échanges, parler de situations graves, mais avec de la bonne humeur. Enfin, du moins, je l'espère. Alors, j'espère que la technique va aussi suivre. Madame Hanot, professeur Hanot, juste, oui. je laisse la place à la modératrice. Donc, d'accord, ok. Voilà, à Madame Rim Rafrafi, professeur Rim Rafrafi, professeur de psychiatrie à l'hôpital Mongislim. Je vous laisse la place. Voilà, et je vous laisse continuer. À vous la parole, Madame Hanot, sans tarder. Ah, d'accord, pardon. Très bien. Bonjour à la modératrice, et on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure. Donc, je disais, je vais essayer de faire passer donc le PowerPoint. Donc, j'espère qu'il va s'ouvrir. Bon. Bon, vous voyez qu'en insistant bien, on y arrive. Bien, alors écoutez, je suis désolée pour ces petits contretemps. Je vais essayer donc d'aller à l'essentiel en abordant une question qui est vaste, qui est effectivement celle qui consiste à parler de l'humour dans une situation particulière qui est celle du contexte traumatique et d'interroger l'humour comme un étayage possible dans le cadre du processus de résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va aborder, même brièvement, hein, puisque j'ai peu de temps et en plus j'en ai déjà appris un petit peu avec ces aspects techniques. Donc je vais brièvement rappeler les grandes lignes de ce que l'on peut entendre par processus de résilience. Et évidemment, il sera question donc de l'humour, comment l'humour peut apparaître à différents moments, on va voir, du processus de résilience. Alors, voilà. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la résilience. On peut dire que le terme de résilience, qui est très utilisé de nos jours en psychologie, désigne des sujets qui surmontent un contexte d'adversité chronique ou une situation traumatique, sans pour autant développer des troubles psychiques ou comportementaux sévères ou durables. Donc, on a déjà deux idées qui apparaissent ici. Je vais revenir tout à l'heure sur ce sujet, sur ces deux contextes dans lesquels on parle de résilience. Alors, justement, on peut dire que, et c'est un rappel important, que lorsqu'on parle de résilience, on fait référence à deux domaines, ou on peut faire référence à deux domaines distincts de l'approche de la résilience. Le premier, qui est le domaine historique, hein, il y a une 50aine d'années, lorsqu'on a commencé, les chercheurs ont commencé à travailler sur la résilience, c'était bien de ce contexte-là qu'il s'agissait. Il s'agissait de résilience appliquée dans des situations au cours desquelles les sujets finalement arrivaient à vivre malgré un contexte d'adversité chronique, malgré un contexte de risques souvent importants et majeurs, avec de multiples risques. Et finalement, on parlait de résilience pour désigner ou pour qualifier des sujets qui arrivaient à se développer en contexte que l'on peut qualifier donc de fortement défavorables, voire pathogènes. Alors, exemple, des contextes de guerre, des contextes de grande précarité sociale, des contextes de maltraitance sociale ou intrafamiliale, ou encore lorsque des personnes étaient en proie à des situations de maladie chronique ou de handicap. Et finalement, on parlait de résilience pour des personnes qui arrivaient à se protéger et à s'adapter
dans ces situations d'adversité durable. Alors, les deuxièmes contextes d'approche de la résilience, c'est celui qui concerne cette fois-ci les situations traumatiques. On va parler de résilience lorsque les sujets sont confrontés à un événement qui peut être une situation donc traumatique telle qu'un accident soudain, une catastrophe, la perte soudaine d'un être cher. On peut penser par exemple à un enfant qui perd soudainement un parent, mais évidemment ça peut concerner aussi des sujets à d'autres âges de la vie. L'annonce traumatique d'une maladie grave, etc., etc. Donc là, cette fois-ci, la résilience n'est pas perçue de la même façon puisqu'il s'agit finalement cette fois-ci de sujets qui vont arriver à se reconstruire après un traumatisme, qui vont d'une certaine façon arriver à intégrer la situation traumatique. Alors même qu'ils pouvaient avoir vécu jusque-là dans une situation qui ne présentait pas d'adversité particulière. Alors, quelle définition peut-on donner de la résilience? Alors justement, il existe de multiples définitions. Je vais vous en proposer 3 aujourd'hui, dont 2 qui sont des définitions justement qui reprennent ces deux contextes. Alors la première, on pourrait dire que c'est à propos de la résilience, que c'est un processus d'adaptation psychique et sociale malgré un contexte de vie très défavorable. Ce qui fait référence au premier contexte que je viens d'évoquer. La deuxième, je l'emprunte justement à mon ami de longue date maintenant, Boris Cyrulnik, qui à propos de la résilience nous dit c'est la reprise d'un nouveau développement après un effondrement traumatique. Et là, cette fois-ci, on est plutôt dans la référence à la résilience en situation effectivement d'événements traumatiques plus soudains et éventuellement ponctuels. Et je propose une troisième définition qui fait référence à une approche psychodynamique. On peut dire que la résilience, c'est finalement l'entrée dans une dynamique de reconstruction intrapsychique après une épreuve traumatique. Alors, ces définitions montrent la complexité de l'approche de la résilience et les différentes ramifications que l'on peut avoir. Et on pourrait ici d'ailleurs également évoquer les différentes théories explicatives, théories en psychologie notamment, qui peuvent essayer de rendre compte de la résilience. Alors, l'humour, pour en donner une définition, tout à l'heure dans les allocutions d'introduction, on a déjà eu un certain nombre d'aperçus. Je propose la définition suivante. On peut dire que l'humour, finalement, c'est l'art de se saisir des aspects absurdes, ridicules ou insolites des situations de la vie. Alors ça peut être la vie courante, mais on verra que pas seulement, pour arriver à en dégager les aspects cocasses, plaisants, amusants, drôles, etc. Mais ce qui va être effectivement, ce qui peut paraître parfois un peu étonnant, c'est que cet humour apparaît aussi lors des épreuves. Alors, de quoi rions-nous ? Sur quoi aimons-nous plaisanter? Alors on pourrait dire on peut plaisanter sur tout ou presque. Mais évidemment, tout dépend des personnes, tout dépend des situations sociales, des situations également culturelles, etc., etc. Mais ce qui fait un peu le point commun de ce qui nous amuse, c'est ce qui fait l'objet de l'humour, c'est qu'on va surtout beaucoup rire de ce qui nous préoccupe ou de ce qui nous angoisse. De ce qui nous préoccupe ou de ce qui nous angoisse, tel que, par exemple, tout ce qui peut toucher à la sexualité, à la maladie, à la vieillesse, à la mort, à la déchéance sociale, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont communs aux différentes approches de l'humour, quels que soient les pays et les contextes. Alors, on peut aussi rappeler que l'on peut rire de quelque chose ou de quelqu'un. On peut rire avec quelqu'un, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et on peut aussi rire de soi, je reviendrai un petit peu là-dessus. On peut aussi rappeler que l'humour peut avoir une intention plutôt bienveillante, et c'est souvent, quand on parle d'humour, on évoque bien souvent cet aspect-là, mais ça a d'ailleurs été rappelé tout à l'heure dans les allocutions d'introduction,
il peut y avoir aussi des aspects plus noirs, plus obscurs, voire même des aspects malveillants liés à l'humour, intentionnellement ou pas, où l'effet peut être finalement malveillant, même si parfois l'intention n'y était pas. Mais quelquefois, l'intention y est aussi. Donc l'humour est une arme qui a plusieurs tranchants finalement. Un petit exemple d'humour. Alors j'ai mis en scène une blague qui court depuis un certain nombre d'années, qui est celle-ci. Alors vous avez deux vieilles dames qui discutent et qui disent « Tu te souviens quand on était jeune et qu'on voulait ressembler à Brigitte Bardot ?» Et la dame ajoute « Maintenant, c'est fait ». Et on peut voir qu'effectivement, il y a quelque chose de ces ordres-là. Alors, je ne pourrais pas faire la même chose avec d'autres artistes tels que Jeanne Fondas, ça ne fonctionnerait pas, parce qu'elle n'a pas tout à fait le même faciès. C'est pas très gentil pour Brigitte, mais bon, c'est une blague qui joue sur l'humour, sur l'autodérision aussi, à propos du vieillissement notamment, et de ce qui peut paraître. Alors, effectivement, tout à l'heure ça a été dit, l'humour peut être considéré comme un langage universel. Alors, si j'ai mis un point d'interrogation, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, c'est un langage universel dans la mesure où on va trouver des manifestations de l'humour dans tous les pays, toutes les cultures, partout, et y compris donc dans des contextes très, très, très variés. Et ce que l'on pourrait rajouter, c'est qu'effectivement, certaines formes d'humour sont universelles. Et d'ailleurs, certaines formes d'humour sont comprises partout, sans forcément avoir besoin du langage. Alors, Charlie Chaplin, on n'a pas besoin d'entendre ce qu'il dit, puisque ses premiers films étaient d'ailleurs muets, pour comprendre et rire de ce qu'il présente, et c'est le cas de bien d'autres. Cela dit, il existe, bien entendu, en réalité, des différences culturelles, des différences idéologiques et autres qui font que on ne rit pas tous des mêmes choses. On ne rit pas tous des mêmes choses en fonction de notre appartenance culturelle, de notre appartenance idéologique et aussi parfois de nos propres parcours personnels. Donc autrement dit, les périmètres de ce qui nous fait rire, de l'humour, et les sujets d'humour sont très variables en fonction des contextes. Et on peut rappeler bien sûr qu'il existe aussi des domaines tabous qui le seront pour certains et peut-être pas pour d'autres. Bon, je ne vais pas développer plus ici, il y aura sûrement d'autres occasions de développer ça au cours de ce colloque. Alors, quelques rappels aussi sur les aspects psychodynamiques de l'humour. Effectivement, Freud a parlé de l'humour. Et pour Freud, Sigmund Freud considérait l'humour comme un mécanisme qu'il qualifiait de sublime et de sain, un mécanisme de défense sublime et sain dans la mesure où, pour faire bref, l'humour aide le sujet à se protéger, aide à la maîtrise du déplaisir d'une situation désagréable, embarrassante, etc., en proposant une dimension humoristique. D'autres, tels que Georges Vaillant qui est un contemporain, à propos des défenses de l'humour, des mécanismes de défense et autres, le considère comme une défense qu'il qualifie de mature et adaptative. Donc on est dans une approche de l'humour plutôt bienveillant. On peut rappeler aussi ce que nous dit Michel Lemay, notamment Michel Lemay qui a beaucoup travaillé sur la résilience, entre autres, et qui considère l'humour comme un processus salvateur. Et je reviendrai d'ailleurs sur ces questions-là un petit peu plus tard. Alors, c'est dire qu'on s'intéresse à l'humour depuis un certain temps. Mais c'est vrai que dans ces approches-là, on a tendance à voir l'humour essentiellement sous l'aspect bienveillant et bénéfique, ce qui n'est finalement qu'un aperçu de l'humour. Alors, un mot maintenant sur l'autodérision, qui est une forme d'expression de l'humour, puisqu'il existe différentes formes d'expression de l'humour. Et l'autodérision est sans conteste la forme la plus valorisée de l'humour chez l'être humain. Alors, on peut rappeler simplement que l'autodérision consiste à rire ou à faire rire à partir de nos particularités, de nos défauts, de nos travers, de nos épreuves, etc. Et c'est vrai que lorsque l'on s'intéresse un petit peu à cet aspect-là, on peut rappeler que l'autodérision, s'appuie sur une certaine attitude distanciée et une critique envers soi-même ou une autocritique, ce qui fait que l'autodérision est parfois associée à l'idée que la personne qui pratique l'autodérision
fait preuve de lucidité, de modestie, d'humilité. Alors peut-être lucidité, d'accord, la modestie et l'humilité, ce n'est pas toujours le cas lorsqu'il y a autodérision, mais on associe ça, et sans doute ce qui explique peut-être que l'on puisse avoir une attitude plutôt sympathique. On trouve sympathique en général les personnes qui pratiquent l'autodérision. Alors, quelques bémols quand même, l'autodérision n'est ni de l'autodénigrement, ni de l'autodévalorisation. D'ailleurs, en général, quelqu'un qui irait jusqu'à l'autodénigrement systématique et l'autodévalorisation ne ferait pas rire. J'ai illustré ici avec l'exemple de Guillaume Batz, qui est un humoriste français que vous connaissez peut-être, et qui est en situation de handicap et qui n'hésite pas à rire ou à faire rire, à pratiquer l'autodérision sur sa propre situation, entre autres. Alors, l'autodérision, quelques éléments complémentaires d'analyse, si vous voulez bien. On peut dire que l'autodérision, finalement, fonctionne parce qu'elle aide au sentiment de contrôle par le sujet qui pratique cette autodérision sur la situation qu'il vit, qui est la sienne, ou les épreuves qu'il relate. Et par l'autodérision, eh bien, le sujet va arriver à restaurer l'estime de soi. Je reviendrai un petit peu sur ces aspects-là tout à l'heure. On peut dire que le fait d'utiliser l'autodérision exprime une démarche proactive, puisqu'il s'agit de se saisir des épreuves négatives et de les métamorphoser en expériences plus positives, ou du moins qui seront plus acceptables d'une certaine façon pour soi-même, et va aider à retravailler leur représentation. C'est-à-dire quand on parle, quand on pratique l'autodérision, on ne raconte pas les faits tels qu'ils sont, mais avec cette distance-là qui permet d'en avoir une certaine maîtrise. Ce qui fait qu'on peut dire que notamment l'humour sous forme d'autodérision va faciliter la démarche élaborative. Alors, comment l'humour peut-il intervenir dans le processus de résilience? Alors, on va retrouver l'utilisation de l'humour à deux moments. Dans la situation même du danger, en situation que l'on pourrait qualifier de pathogène, au cœur de l'enfer d'une certaine façon, parfois, ou on peut le trouver également en situation post-traumatique dans l'après-coup. Alors certains individus ou certains sujets vont utiliser l'humour dans les deux situations, pendant la situation traumatique, et également pouvoir parler de ce qu'ils ont vécu, par exemple, plus tard, en utilisant également l'humour dans ce que j'appelle donc la phase post-traumatique, dans l'après-coup. Cet après-coup qui peut être quelques mois, quelques semaines, ou voire quelques années pour certains. Mais certains individus vont utiliser l'humour préférentiellement à l'un ou à l'autre de ces moments, et certains vont utiliser l'humour en phase post-traumatique, alors qu'ils ne l'auront pas forcément utilisé lors du danger. Alors, que peut-on dire pour développer un petit peu cette question-là, l'humour en contexte traumatique, l'humour utilisé lors du danger, dans la situation même? On peut dire que l'utilisation de l'humour procure au sujet un espace de liberté dans des situations qui sont aliénantes, voire parfois même déshumanisantes, comme c'est le cas de certaines situations de contexte traumatique très importants. Alors, on a des cas de figure connus qui ont pratiqué l'humour dans des situations très particulières, telles que Germaine Tidion ou Viktor Frankl, qui ont évoqué l'humour et qui ont pratiqué l'humour, y compris lorsqu'ils étaient en camp de concentration. On retrouve cette même utilisation de l'humour dans des situations aliénantes d'enfermement chez certains vétérans du Vietnam qui ont été dans des prisons au Vietnam pendant des années, et qui certains disaient que ce qui les avait aidés à tenir, c'était justement le fait de pouvoir rire malgré la situation, malgré la tragédie, etc. Et ce sont souvent des personnes ce sont celles qui ont eu le moins de stress post-traumatique lorsqu'ils ont pu regagner leur pays. On retrouve ça dans bien d'autres situations. On retrouve actuellement aussi chez un certain nombre de situations de migration, chez des migrants qui, parfois, malgré la situation qui peut durer aussi, qui peut être un contexte traumatique plus ou moins durable, qui pratiquent l'humour aussi dans ces situations-là.
On peut dire qu'on retrouve donc l'humour comme un espace de liberté, comme une façon finalement de faire face à des situations aliénantes et déshumanisantes, dans des situations de maltraitance aussi, dans des maltraitances, y compris des maltraitances intrafamiliales, dans ces situations de violence sociale, dans des situations de catastrophe, de guerre, ou encore face à la pandémie, comme on peut le voir encore de nos jours, et c'est quelque chose qui a été vraiment très très important dès le début de la pandémie, je pense, dans tous les pays. En France, on a eu beaucoup d'exemples dans ce sens, mais je pense que c'est pas le seul cas. Alors, quelles sont les fonctions de l'humour utilisées en contexte adverse? Eh bien, l'humour va aider le sujet à se protéger et à protéger notamment l'intégrité psychique. Et, comme je le disais tout à l'heure, également à trouver une forme de liberté et d'action, puisque finalement, il n'est plus seulement le sujet qui est finalement victime de la situation, mais il arrive à retrouver une certaine maîtrise de la situation. On peut dire que l'humour, dans ces situations, contribue au processus de réhumanisation des sujets. Quelques mots, simplement pour rappeler ce qu'il en est, cet aspect protecteur de l'humour. On peut dire qu'en révélant l'incongruité, le caractère dérisoire des situations traumatiques, parce que quelles que soient ces situations, il y a toujours une part de dérisoire, une part d'absurde, etc. Eh bien, l'humour va aider à réduire la détresse émotionnelle qui est liée à ces situations. Un exemple que l'on peut citer dans le cadre de la tragédie qu'il y a eu lieu, enfin il y en a eu malheureusement beaucoup d'exemples dans différents pays, dont la France, et en 2015, lorsqu'il y a eu une prise d'otage dans ce que l'on appelle le supermarché Cachère. Quelques personnes se sont retrouvées enfermées dans une chambre froide, et l'un des protagonistes a été interrogé sur ce qu'il a fait pendant les heures tragiques où il était là, suspendu avec la menace de mort qui était présente, puisqu'un terroriste avait les tenait en otage. Eh bien, et il a raconté, j'ai fait le clown. J'ai fait le clown. On pourrait s'étonner qu'il puisse avoir fait le clown. C'était sans doute une façon de trouver lui-même un espace de liberté, puis d'essayer de contrer la tension très très forte, évidemment, l'angoisse qui était présente chez lui et chez les personnes avec qui il était dans cette situation-là. Alors, maintenant, quelques mots sur l'humour en phase post-traumatique. On peut dire que l'humour aide aussi. Alors, je disais tout à l'heure, l'humour en phase post-traumatique peut apparaître sur parfois quelques semaines ou quelques mois, ou parfois plusieurs années après avoir vécu la situation traumatique. Tout dépend des personnes. On peut dire que l'humour aide à raconter ce qui serait irracontable, peut-être d'une autre façon. Il aide à transmettre, à partager ce qui a été vécu. Et l'un des exemples que l'on peut donner, c'est l'ouvrage qui a été publié alors qu'il avait 74 ou 75 ans par Stanislas Tomkiewicz, qui a beaucoup travaillé sur la résilience, qui malheureusement nous a quittés de nos jours, et qui était pédopsychiatre, qui travaillait auprès d'adolescents, et qui a raconté avec beaucoup d'humour comment il avait finalement été, lui, privé de son adolescence et vécu pendant la Seconde Guerre mondiale avec des situations terribles qu'il a pu raconter en arrivant à faire au moins sourire quand on lit son travail. On peut donc dire que l'humour facilite le partage, mais facilite aussi l'élaboration qui est aussi reconvoquée parfois lors de ce partage, lorsque certains font les récits de vie. Alors là, j'ai évoqué des récits écrits, mais on peut penser aussi aux récits tels qu'on peut les rencontrer dans les cabinets de psychologues notamment. Alors, comment l'humour favorise-t-il la démarche élaborative ? On peut dire ou rappeler que la remémoration, par le truchement de l'humour, va aider à réduire la charge émotionnelle.
réévoquer des situations très traumatiques, c'est quelquefois aussi reconvoquer la douleur qui est associée. Le fait de pouvoir les évoquer avec une certaine distance humoristique va réduire cette charge émotionnelle. Comme je le disais à l'instant, cet humour va aussi faciliter le partage en rendant aussi le discours sur les événements traumatiques, sur les événements tragiques, plus entendable qu'un récit plus direct, plus brut de quelque chose de tragique. On peut dire que l'humour va aider à trouver ou à retrouver une vision de soi positive en utilisant justement cette distanciation, cette capacité de maîtriser jusqu'à un certain point la situation par le biais de l'humour. Et donc on peut dire qu'il participe à la revalorisation narcissique des sujets. Et plus globalement ou plus généralement, on peut dire que l'humour contribue à la recherche de sens, qui est un des fondamentaux du processus de résilience. Un individu résilient a besoin de pouvoir aussi attribuer du sens à ce qui lui est arrivé, à ce qui s'est passé, et aussi parfois de donner du sens à sa vie. Alors, pour conclure, on peut dire que, et en résumé, les étayages de l'humour dans la résilience sont donc multiples. D'une part, l'humour aide à réduire les souffrances, les peurs, les angoisses, y compris donc au moment même du danger, par la mise à distance de la détresse émotionnelle. En tout cas, il va contribuer à mettre à distance la détresse émotionnelle. Comme je le disais tout à l'heure, il aide à trouver ou à retrouver une certaine liberté dans une situation qui peut être aliénante, une humanité dans des situations qui sont parfois déshumanisantes, catastrophes, maltraitance, enfermement, etc. D'une manière générale, il favorise la démarche d'introspection, la recherche de sens, et également favorise le partage. Et quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder, mais simplement pour le rappeler, que l'humour facilite les liens sociaux qui vont aussi permettre la reconstruction résiliente et qui vont aider aussi à l'étayage du processus de résilience. Alors pour terminer, je dirais que l'humour est une ressource riche et complexe qui peut être un étayage important dans le cadre du processus de résilience. Alors, bon, ça c'est la minute de publicité. Je vous rappelle simplement mes deux ouvrages dans lesquels j'ai eu l'occasion évidemment de développer davantage ce que je viens de vous présenter brièvement. Bien, je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer aux questions. Merci beaucoup, professeur Hano. C'était un survol du trauma et de l'humour et de leur rapport si intime, si salvateur. Ça m'a fait tout de suite penser à un magnifique film de Roberto Bellini, La vie est belle. Absolument. Qui illustre parfaitement aussi bien la première partie que la seconde partie, c'est-à-dire l'usage de l'humour en contexte traumatique. Et je pense que tout ce film a aidé pas mal de gens à faire avec leur trauma en contexte post-traumatique. Donc, je vous incite tous dans la salle à le voir ou à s'en inspirer pour susciter vos discussions et vos questions. Donc, si vous voulez intervenir, poser des questions sur ce qu'on vient d'écouter, il y a le micro-baladeur si vous le demandez. Vous avez fait référence, Madame Hano, au clown. J'aimerais entendre un peu plus sur ce clown, ce personnage. Ce personnage qui me semble pas être Moi, j'ai toujours eu l'image du clown triste. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais vu il a fait tant pour nous faire rire, hein, étant enfant, étant vieux, on s'émerveille en regardant un clown. Je ne sais pas pourquoi, moi, je vois toujours la tristesse. Les yeux du clown, je ne sais pas pourquoi. La perception dominante quand je m'évoque le clown est la tristesse. Donc moi, je m'arrête à cette question. Si l'assistance veut intervenir, sinon j'en ai d'autres.
Alors peut-être en attendant que l'assistance ait d'autres questions, je vais peut-être réagir sur la question du clown. Alors pour rappeler que en général et habituellement, il y a toujours en fait deux clowns. Un clown triste, enfin qui est celui qui ne rit pas lui-même, et un autre qui est plus facétieux. Donc peut-être que lorsque vous dites que vous pensez à la tristesse, c'est qu'effectivement, il y a cet aspect-là. Mais derrière cette question, cette association, on peut rappeler que bien souvent, chez des personnes qui peuvent faire le clown, mais au sens figuré, hein, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'ils vont pratiquer beaucoup l'humour, et on le retrouve chez un certain nombre d'humoristes qui en ont fait leur métier, eh bien, il y a parfois beaucoup de mélancolie, pour ne pas dire des tendances dépressives plus ou moins marquées que l'on retrouve chez certains. Quelqu'un qui se définissait d'ailleurs lui-même comme un clown, qui était zut, j'ai perdu son nom maintenant. Desproges, par exemple, était quelqu'un qui a beaucoup utilisé ces deux facettes-là, qui sont finalement ces deux facettes d'une même situation. Je ne sais pas si ça répond à la question que je pensais aussi à Coluche aussi. Coluche aussi, qui était derrière ce côté très clownesque, justement, mais clownesque faisant un peu le pitre, utilisant beaucoup l'humour, qui avait derrière un fond de grande mélancolie, pour ne pas dire de dépression. Exactement. Ce sont un peu les deux facettes. Je passe la parole à la salle avec Madame Derwish. Ok, donc je vous remercie Marie pour cet exposé fort intéressant. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué concernant l'humour malveillant. Et c'est une question justement à laquelle je comptais consacrer une communication justement à l'occasion de ce colloque. Est-ce qu'il y a du bon humour, du mauvais humour? Est-ce qu'on peut rire de tout en sachant que l'humour peut ne pas faire rire? Est-ce qu'on peut faire de l'humour de tout? C'est une question quand même qui a été débattue ces dernières années. On se souvient tous de l'affaire Dieudonné, de plein de problèmes, des caricatures sur les prophètes, je dis bien les prophètes, et pas que Mahomet. Donc là, on se pose la question, est-ce que l'humour, c'est quand même quelque chose... quelque part, nous, psychologues, on dit qu'en partie, il est inconscient. Donc, finalement, est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut faire usage de l'humour dans n'importe quelle circonstance? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un sujet à débat, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Oui. Alors, Desproges disait à propos de ça, il disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors, au-delà de simplement de la citation, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'abord, quelle est l'intention derrière la personne qui utilise le mot? Est-ce que c'est vraiment juste de rire, d'essayer de rire effectivement de tout, sans pour autant effectivement prendre en compte les effets de cet humour sur des personnes qui peuvent être sensibles justement à l'utilisation de l'humour dans des domaines qui sont pour eux sensibles. Et effectivement, dans l'absolu, on pourrait dire qu'on peut rire de tout, sauf que si on rit de tout, on peut aussi heurter la sensibilité des personnes, on peut effectivement être agressif en ayant l'intention de l'être ou en n'ayant pas l'intention de l'être. Je vais vous donner un exemple, peut-être pour ne pas parler des caricatures, mais pour évoquer une autre situation. L'utilisation parfois de l'humour dans des contextes de travail ou dans des contextes même par exemple dans le cadre de l'enseignement avec des enfants. Il arrive qu'un enseignant utilise l'humour en pensant faire rire sa classe, au détriment d'un enfant, par exemple, se moquant, même s'il se veut gentil dans cette moquerie, il n'empêche que l'enfant peut se sentir humilié, blessé et être en souffrance dans cette situation. Autrement dit, on peut peut-être rire de tout, mais pas dans toutes les circonstances, et on peut toujours heurter finalement la sensibilité de quelqu'un. Tout à l'heure, je disais, on a tendance à rire de la vieillesse, de la maladie, de la mort.
On peut rire par exemple de la mort si on n'est pas complètement directement à ce moment-là touché par une situation de deuil. Si on l'est, on va pas trouver ça drôle. On va pas trouver ça drôle et si quelqu'un fait ce genre de plaisanterie, on ne va pas rire. Autrement dit, la sensibilité peut aussi être celle d'un moment, d'une période, où elle peut être aussi liée à une appartenance sociale ou culturelle. Ce qui fait que quand on utilise l'humour, et c'est peut-être ce qui explique que j'ai un peu plus focalisé mon intervention sur l'utilisation de l'humour autodérision. L'autodérision suppose que la personne fasse de l'humour, mais jusqu'à un certain point. C'est elle qui maîtrise la situation. C'est elle qui sait jusqu'où aller pour pouvoir faire rire de ce qui lui arrive. Une même personne n'apprécierait peut-être pas, cette même personne, qu'on se moque d'elle d'une autre façon. Donc l'humour, dans ces différents domaines et dans ces différents contextes, n'a pas les mêmes effets. Il peut être du coup bienveillant ou malveillant en fonction de tous ces paramètres. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Donc la question de l'humour dans le contexte, ce serait plutôt une question éthique et non une question psychologique. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut se permettre de rire de tout? Finalement, c'est une question éthique. Est-ce que, dire que psychologiquement, on est fait pour rire de tout, mais peut-être qu'éthiquement, on ne rirait pas de tout avec n'importe qui et dans n'importe quel contexte. Voilà. Oui, mais il convient là de distinguer, je pense, l'humour du rire, parce que si on parle d'humour, parce qu'on peut faire de l'humour qui ne fait pas rire finalement. Oui. Et généralement, s'il est avec une intention agressive, il a l'étoffe d'un humour cynique. Il y a la moquerie. Il y a la moquerie, il y a l'ironie, il y a beaucoup de mots qui sont de la même famille, mais l'humour, je pense, c'est un peu différent. Je veux dire, il faudrait peut-être aussi distinguer l'humour de la moquerie, de plein d'autres... ce n'est pas des synonymes, mais c'est des mots apparentés. Donc, voilà. Un humour fin. Un humour fin. En parler. Oui, un humour super fin. Voilà, il peut être cynique. Il peut être... Oui, absolument. Il peut être agressif. Absolument. Et même intentionnellement. Donc... j'avais une question un peu plus dans le vif du sujet. Comment, d'un point de vue psychologique, comment l'humour valorise-t-il narcissiquement le traumatisé? À travers est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment des choses? Alors, l'humour peut permettre au sujet de se revaloriser dans la mesure où une situation traumatique peut se traduire par des sentiments justement de dévalorisation, des sentiments d'humiliation. Il peut y avoir aussi d'autres sentiments éventuellement de culpabilité ou autre. Le fait de pouvoir faire de l'humour sur ce qui nous est arrivé nous aide finalement à reprendre les rênes de la situation. Donc la personne n'est plus la victime de ce qui lui est arrivé, de la tragédie, etc. On n'est plus que la victime, mais elle est aussi cette personne qui peut en dire quelque chose, qui peut en rire jusqu'à un certain point, ou en tout cas pouvoir faire de l'humour, ce qui est une façon donc de retrouver une certaine valorisation narcissique, en n'étant plus seulement la victime mais en devenant le sujet de l'action et en dépassant cette situation. Bon, alors depuis la rive nord de la Méditerranée, on va vous inviter à imaginer la belle vue qu'on a ici à la rive sud. On va vous inviter aussi à imaginer la belle odeur du café qui nous attend. Donc, on vous invite à une pause café virtuelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on lève la séance, on prend une petite pause café et on reprend tout de suite après. Très bien.